Bonsoir à tous. Merci pour votre présence pour cette dernière séance. Aujourd'hui, ce que nous avons prévu pour vous, c'est de couvrir notre approche sur comment accélérer l'adoption de Kubernetes. La session aura un format un peu spécial, puisqu'on va commencer la première partie en français, puis il y aura une deuxième partie en anglais, puisqu'on a un invité qui parle anglais. Nous avons également invité un de nos partenaires, Palo Alto, à parler d'un sujet particulier. Donc du coup, moi je suis Daniel Gersami, Solutions Architect chez Mirantis. J'ai avec moi Stéphane de Palo Alto et Martine d'Amezi.io, qui fait aujourd'hui partie du groupe Mirantis. Rapidement, rapide historique sur Mirantis et qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Mirantis, c'est une société qui a été créée il y a environ 10 ans autour de l'open source. Donc nous construisons des produits autour de l'open source. Nous avons fait essentiellement un produit dans OpenStack. Et aujourd'hui, je vais parler essentiellement sur la deuxième ligne, la ligne qui est en bleu, qui est autour des conteneurs et de Kubernetes. Nous partageons une histoire avec Docker. En 2019, nous avons fait l'acquisition de Docker Entreprise. Et aujourd'hui, nous gérons les assets technologiques de Docker Entreprise. Nous avons continué sur cette route autour de la containerisation et la gestion des applicatifs sur des conteneurs, en faisant également l'acquisition de Lens en 2019 également. Et plus récemment, nous avons fait l'acquisition d'Amezi.io, sur lequel aujourd'hui nous allons partager un petit peu plus. C'est quoi Amezi.io et comment ça s'intègre dans notre écosystème. Mais ça reste dans la continuité de la gestion des clusters Kubernetes et de l'applicatif au-dessus de ces clusters. Alors, on a un état aujourd'hui de fait qui est que Kubernetes est un outil qui est extrêmement complexe. Et la complexité peut s'expliquer par plusieurs choses. La complexité peut s'expliquer par le fait qu'on a diverses utilisations de Kubernetes. Parfois, on peut l'utiliser comme étant une infrastructure. Parfois, on peut l'utiliser comme étant une extension de l'application. On peut aussi avoir plusieurs clusters à gérer en même temps, plusieurs tailles de clusters à gérer en même temps. Et quand on regarde également l'écosystème CNCF, on se rend compte qu'on a énormément de combinaisons qu'on est capable de mettre en place afin de tweaker les clusters Kubernetes pour un besoin particulier. Donc tout ça fait qu'on est dans un écosystème qui est complexe. Et quand on regarde les statistiques, et ça c'est les statistiques qui nous viennent de Enterprise Survey, qui a été réalisé en 2021, on se rend compte qu'effectivement, on a énormément d'entreprises qui aujourd'hui ont adopté Kubernetes. On a 89% des entreprises sondées qui ont adopté Kubernetes. Mais ce qui est intéressant dessus, sur ce sondage, c'est que quand on regarde les statistiques liées à l'expérience des développeurs, on se rend compte que l'expérience n'est pas si bonne que ça. On a 38% des développeurs qui ressentent un effet d'extrême fatigue quand ils utilisent, ou en tout cas ils développent l'application sur ce type de plateforme. On a également 51%, et ça c'est assez marquant, 51% des développeurs, encore une fois sur ce sondage, qui considèrent qu'ils ont envie de changer de métier quand ils font du développement sur ce type, encore une fois, sur ce type de plateforme. Donc les entreprises ont un plan de formation. On voit 98% de ces entreprises ont un plan de formation. Et est-ce que c'est forcément suffisant? C'est une étape, mais dans notre façon d'approcher ces difficultés auprès de nos clients, on se rend compte que ce n'est pas uniquement la solution adoptée. En effet, quand on regarde certaines entreprises qui arrivent à bien fonctionner autour de ces nouvelles plateformes, on se rend compte que ça apporte énormément de valeur. En termes de vélocité, par exemple, les chiffres également le montrent. Ça, c'est un autre sondage qui a été réalisé par DevOps, Dora, State of DevOps, et qui montre qu'en termes de vélocité, on est capable de déployer les applications beaucoup plus vite quand on arrive à mettre en place les bons outils. En termes de qualité de code ou qualité de l'application, de la même manière, on est capable de réduire énormément les failures sur les différents clusters en utilisant les bons outils et notamment l'observabilité. Et la dernière métrique à retenir, c'est qu'on est capable ensuite également d'adresser les besoins du business.
Alors, comment nous, on voit les choses pour atteindre ces objectifs? On voit les choses sur deux plans. Le premier, c'est l'outillage et l'automatisation. On a l'outillage et l'automatisation sur trois piliers. Le premier pilier, c'est comment on est capable de déployer l'application de manière la plus efficace possible. Donc, on va mettre en place des stratégies autour du CI/CD, autour du GitOps, avec, encore une fois, les outils venant du monde de l'open source, certifiés par du CNCF ou d'autres outils par des partenaires. Le deuxième pilier, c'est la posture de sécurité. Est-ce qu'on est capable d'avoir la visualisation de l'état des policies d'accès au cluster? Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir la visibilité en termes sur la sécurisation des nœuds des différents clusters, des nœuds physiques ou virtuels, du cluster en lui-même? Est-ce que les différents politiques de sécurité appliquées sur le cluster sont bien définies? Est-ce qu'on a la visibilité sur l'applicatif qu'on est en train de déployer sur les clusters? Voilà, donc ces différents niveaux de sécurité doivent être adressés et doivent être adressés de manière simple. Le troisième pilier, toujours dans la continuité de l'observabilité, c'est comment on est capable d'avoir un état des lieux sur les ressources consommées. Est-ce que quand je déploie une application sur Kubernetes, est-ce que je lui alloue suffisamment de ressources ou est-ce qu'elle est en train de consommer trop de ressources? Est-ce que je suis capable de faire un audit des différentes applications qui tournent sur les clusters, l'ensemble des clusters, et faire cet audit de ressources? Est-ce que je suis capable ensuite de faire du chargeback si j'ai besoin de faire, ou du billing si j'ai besoin de le faire en interne comme en externe? Ou est-ce que je suis également capable de faire du capacity planning? Voilà. Donc ça reste sur les trois grands piliers que sont l'automatisation du déploiement de l'application, la sécurité et l'observabilité pour gérer la consommation sur mes clusters. Au niveau de l'outil, on a ces différents piliers, l'automatisation. Mais ce n'est pas forcément suffisant. On a certains cas où, typiquement, on peut avoir besoin d'avoir une assistance particulière sur un composant assez particulier sur les clusters qu'on va gérer. Et dans ce cas, notre approche, c'est aussi de donner, il faut que les différentes entreprises aient la capacité d'aller chercher du support en temps réel sur un problème particulier au sein du cluster. Ça peut être, encore une fois, sur un sujet lié à la sécurité, lié à la façon dont on déploie les applications, l'efficacité de déploiement de l'application, et tout autre composant, que ce soit réseau, stockage, etc., au sein de ces clusters. Voilà. Donc ça, c'est pour nous une des façons dont on va approcher ce problème d'efficacité sur les clusters Kubernetes et de réduire les différentes statistiques qu'on a vues en début de présentation, que sont les développeurs qui sont fatigués et qui veulent changer de métier. Donc, si on regarde l'écosystème autour de Lens et de l'open source, nous, au sein de ce qu'on appelle Lens Autopilot, on va faire de l'intégration d'un ensemble de composants venant du monde de l'open source et venant de partenaires. Donc, au niveau du CI/CD, par exemple, on va intégrer du GitLab pour faire du CI, du Flux ou de l'Argo pour faire du CD. Pour l'observabilité, on va se reposer sur des stacks assez classiques, Prometheus, Grafana, Loki, Goldilocks, pour nous donner de la visibilité sur les différentes applications et récupérer les bonnes métriques. Le troubleshooting, on va utiliser des pools de logs venant de Datadog, de Dynamic Log Metrics, mais on va pouvoir également utiliser KubeSpy ou même Lens pour faire du troubleshooting un peu avancé au niveau du cluster. Quand on parle de réseau avancé, on peut envisager du service mesh avec Istio. Et quand on regarde la sécurité, une des solutions nous on intègre, c'est Starboard d'Aqua, qui nous donne cette visibilité au niveau de la sécurité, quelle est ma posture sur mon infrastructure, ma posture sur le système d'exploitation que je vais faire fonctionner, la posture sur le cluster, la configuration du cluster, et la posture sur les applications que je vais déployer au sein de ce cluster. Maintenant, nous avons aussi la possibilité d'étendre ces
ces fonctionnalités. Certains clients nous parlent de besoin d'avoir des solutions qui sont certifiées, en tout cas autorisées par les équipes sécurité en interne. Et c'est pour ça qu'on a invité Stéphane aujourd'hui à parler de la suite Prisma Cloud de Palo Alto. Merci Daniel. Bonjour à tous. Donc effectivement, un des piliers qu'a mentionné Daniel, c'est la sécurité. Sécurité des environnements Kubernetes, mais pas que. Alors, je pense que vous connaissez tous Palo Alto Network. Dans Palo Alto Network, on a une solution, une plateforme qui s'appelle Prisma Cloud, dont le but en fait est de pouvoir répondre aux nouveaux enjeux de sécurité quand on parle d'applications cloud native. Que l'on parle d'infrastructure, que l'on parle de code, d'infrastructure as code, et puis de workload. Workload déployé sur des VM, des conteneurs, du serverless ou autre. Ce que vous avez à l'écran, effectivement, c'est la manière dont on va travailler dans ce monde hybride, mais pas hybride uniquement au sens j'ai du cloud public, j'ai du cloud privé, j'hybridise tout ça. Aussi l'hybridité dans les applications. Donc c'est des applications qui peuvent être composées d'un bout de conteneur, d'un bout sur une VM, d'un bout de serverless, etc. Donc l'idée de Prisma Cloud, c'est vraiment de pouvoir répondre finalement à ces nouveaux enjeux de sécurité. Parce que vous vous en rendez compte au quotidien, quand aujourd'hui on déploie des applications type cloud native, c'est un nouveau mode de déploiement, et en mode run. Et ça va également créer de nouvelles surfaces d'attaque. Et du coup, on a besoin de mettre en place de nouveaux outils pour répondre à ces surfaces d'attaque. La manière dont on travaille avec Prisma Cloud, vraiment autour de ces trois piliers qui sont exposés ici, de pouvoir protéger le code, la manière dont on va builder ce code, la phase de deploy et le run. Donc on a un petit leitmotiv chez Prisma Cloud qui est protéger from code to cloud. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir être acteur de la sécurité à chacune des étapes dans le cycle de vie de ces applications. Aussi pour répondre à ce besoin de design rapide, d'itération rapide dans le développement des applications. Et à la fois aussi pour automatiser les choses, pour ne pas impacter les équipes et avoir un maximum finalement d'interaction, que ce soit avec les équipes de sécurité, les développeurs, pour que chacun finalement à son niveau prenne aussi conscience des risques de sécurité. Donc, quand on regarde un petit peu les risques et les vulnérabilités auxquelles on peut être confronté sur ce genre d'application ou cette méthode de développement et de déploiement d'applications cloud native, on voit bien très vite, alors quand on est utilisateur cloud public, on déploie avec du Terraform, donc il faut sécuriser cette partie infrastructure as code. Il faut être capable de pouvoir analyser ou détecter des vulnérabilités dans des packages applicatifs, donc avec une fonctionnalité qui s'appelle Software Composition Analysis, qui permet justement de comprendre pour chacun des packages quelles seraient les vulnérabilités, et puis de comprendre aussi les dépendances entre les packages. Pourquoi on démarre ici? On démarre très souvent par cette partie-là parce qu'on se rend compte que finalement, quand j'ai une mauvaise configuration de mon infrastructure as code qui introduit des vulnérabilités ou des risques, derrière, ce sont des centaines, voire des milliers d'assets qui sont à risque en production. Donc plus tôt on est capable de remédier à cette problématique, mieux on sera en termes de posture de sécurité sur le cloud. Ensuite, quand on continue sur un cran, c'est la partie deploy, où là on va être principalement sur la sécurisation des pipelines. On va parler beaucoup de conteneurs, donc c'est comment est-ce que je analyse la vulnérabilité des images de conteneurs, à la fois dans la phase de CI, mais aussi quand l'image est stockée dans le registry, et puis après sur le run, quand l'image est déployée sous forme de conteneur. Donc quand on est sur le run, effectivement, avec Prisma Cloud, on va pouvoir proposer différentes fonctionnalités autour de la plateforme. La première principale qu'on voit beaucoup chez nos clients, ce qu'on appelle le CSPM, pour le Cloud Security Posture Management, où l'idée c'est de comprendre quel est l'état de sécurité de mes assets dans le cloud, et en mode multi-cloud. Et là, ce qu'on propose avec Prisma Cloud, c'est effectivement, on va vous livrer des politiques de sécurité.
Donc tous les assets vont être confrontés à ces politiques pour remonter, alerter sur des problèmes de configuration. Par exemple, une instance EC2 qui serait trop exposée sur Internet ou dans un security group trop ouvert. Est-ce que j'ai des permissions IAM qui me permettent d'aller voir ce que j'ai dans mon bucket S3, etc. Donc c'est vraiment cette notion de posture. Et pour revenir à ce que disait Daniel à la fin de sa partie, les clients ont aussi besoin de comprendre où ils se situent par rapport à la conformité et pour se mettre en conformité sur les standards de conformité. Donc on va également être capable de proposer justement cette analyse de conformité de la plateforme cloud, enfin des plateformes cloud, pour répondre aussi à ces besoins de conformité. Donc ça, c'est effectivement la partie vraiment public cloud. Maintenant, si on revient sur la notion de workload et spécifiquement sur les conteneurs, c'est aussi pouvoir protéger les applications et les workloads. On voit beaucoup de solutions sur le marché qui vont proposer en fait une analyse de vulnérabilité. Donc c'est très bien, parce que ça apporte de la visibilité sur les workloads, quel type de vulnérabilité je vais avoir dans mes conteneurs. Maintenant, le parti pris chez Prisma Cloud, c'est d'aller plus loin. C'est aussi de pouvoir apporter de la prévention et de la détection de menaces. Et c'est-à-dire, si j'ai un comportement à un moment donné malicieux ou non autorisé, c'est de pouvoir réagir. Et réagir, c'est alerter, c'est éventuellement bloquer un processus, éventuellement tuer un container, mais en tout cas, c'est réagir. Par exemple, vous connaissez tous la vulnérabilité Log4Shell qui est apparue l'année dernière. Il se trouve en fait qu'on a eu des clients Prisma Cloud qui ont été naturellement protégés contre cette vulnérabilité avant même qu'elle ne soit annoncée comme CVE. Pourquoi? Parce qu'en fait, on analyse également le conteneur et comment travaille le conteneur. Il se trouve qu'en fait, l'exploitation de la vulnérabilité déclenchait un processus qui n'était pas dans le comportement qu'a appris Prisma Cloud de ce conteneur. Et donc était naturellement alerté ou bloqué par la plateforme. Et quand ça a été détecté sous forme de CVE, finalement, les clients ont dit super, non, on a été protégé directement par Prisma Cloud sans rien faire, finalement. Donc tout ça pour présenter cette plateforme Prisma Cloud comme une plateforme SYNAP. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme, c'est un terme qui a été introduit l'année dernière par le Gartner, qui signifie Cloud Native Application Protection Platform, où finalement l'idée c'est d'avoir l'ensemble des solutions qui vont nous aider pour répondre aux enjeux de sécurité, mais sur une plateforme globale et commune. Donc avec la même plateforme, on va être capable de sécuriser le code, l'infra as code, l'analyse des packages, des secrets, vraiment protéger aussi la chaîne de livraison logicielle, à la fois dans les phases de build, à la fois dans les phases de déploiement, et puis aussi sur l'analyse de vulnérabilité, notamment scanning de registry. Et puis sur le run, ce qu'on voit tout à droite, c'est bien cette notion de posture de sécurité, protection des workloads, analyse aussi de l'IAM, donc des autorisations à la fois des users et des assets qui sont déployés dans vos plateformes cloud, la sécurité de la donnée, c'est aussi comprendre finalement de pouvoir catégoriser, classifier la donnée et derrière y mettre des politiques de sécurité. Vraiment, je vais appeler ça la cerise sur le gâteau, un composant qui s'appelle Web App et API Security, où on va pouvoir en fait protéger vos applications exposées au niveau 7. Alors ça s'apparente un petit peu, on peut faire une analogie par rapport à un WAF. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler au niveau des endpoints de vos applications pour assurer cette notion de protection. Encore une fois, j'alerte ou éventuellement je banne une connexion vers cette application. Donc finalement, on va être capable de proposer des solutions de sécurité, de blocage, de prévention des menaces à chaque étape du cycle de vie de mon application. Mais aussi, ce qui est important, et notamment sur une journée comme aujourd'hui, DevOps D-Day, c'est de comprendre finalement comment on va pouvoir s'intégrer avec les développeurs. Parce que c'est très bien d'avoir à un moment donné des informations sur la posture de sécurité, mais c'est aussi comprendre comment on fait ce shift left, enfin, ce terme aujourd'hui qu'on entend beaucoup, c'est comment finalement je sécurise mes environnements vraiment en amont et avant qu'on soit en mode run avec beaucoup de vulnérabilités. Donc on va avoir capacité à s'intégrer avec des IDE comme VS Code, où par exemple on a une intégration avec un outil qui s'appelle Checkov, que vous connaissez peut-être, qui est la version open source de Bridgecrew, qui constitue en fait notre socle de sécurité du code. Ensuite, les intégrations avec les outils VCS, GitHub, GitLab, Bitbucket et autres. Et puis la partie CI/CD. Par exemple, on va avoir un plugin natif avec Jenkins pour aussi remonter aux développeurs, quand il y a le build des images, les vulnérabilités et éventuellement bloquer un pipeline
parce qu'on a trop de vulnérabilités critiques qui ont été détectées au moment de la constitution de l'image. Et après, dans le run, sur cette partie gestion de vulnérabilité dont je parlais tout à l'heure, et de pouvoir interagir avec les applications et de bloquer des comportements malicieux dans les applications. Ensuite, je voulais faire un petit focus vraiment sur cette partie workload protection, parce que je pense que c'est vraiment le sujet le plus important aujourd'hui par rapport au DevOps. Donc l'ensemble de ces capacités autour de la protection de workload, hein, si on fait un petit résumé, et si on suit un petit peu la rosace, c'est vraiment gestion des vulnérabilités, et surtout de pouvoir prioriser. Donc, ce que va vous proposer aussi la plateforme, c'est de dire, j'ai des dizaines, des centaines de vulnérabilités qui ont été détectées, par contre, par où je vais commencer? Donc je vais pouvoir prioriser aussi les vulnérabilités sur lesquelles on va travailler en premier. Et tout ça parce qu'on va définir un profil de risque de ces vulnérabilités qui va tenir compte à la fois des informations qui viennent de la CVE, mais aussi du score CVSS fourni par l'éditeur. Par exemple, si c'est une image Red Hat, on va prendre le score fourni par Red Hat, et aussi des informations comportementales ou en tout cas environnementales par rapport à ce conteneur. Et tout ça pour définir ce profil de risque et mettre l'emphase sur là où ça va être le plus important. Ensuite aussi la conformité. Daniel en parlait tout à l'heure, c'est comment est-ce que je vais définir ou en tout cas analyser ma posture de sécurité dans l'environnement Kubernetes. Typiquement là on va pouvoir également se confronter aux standards du marché, type CIS Docker, CIS Kubernetes, CIS Linux, etc. Et aussi afficher la posture de conformité de mes environnements. Ensuite, intégration avec la partie CI/CD, donc vraiment être complètement intégré au pipeline pour pouvoir agir rapidement dans ces phases de CI et de CD. La protection du runtime, avec vraiment cette notion de protection complète, et puis en temps réel. C'est-à-dire que dès que j'ai un comportement malicieux d'un container, je vais pouvoir agir et le bloquer. Et puis, sur la couche vraiment périphérique, c'est vraiment agir au niveau 7 des applications et puis protéger par rapport au top 10 OWASP des sécurités, en tout cas des risques qu'on peut avoir sur les plateformes. Alors, en termes d'architecture, Prisma Cloud, en fait, aujourd'hui, c'est une plateforme SaaS, donc pour pouvoir notamment travailler avec les clouds publics, qu'on peut également déployer en mode on-prem, spécifiquement sur la protection des workloads. Donc effectivement, si vous avez des clusters Kubernetes qui sont exécutés sur des environnements on-prem, on va pouvoir déployer ce module de protection de workload sur vos environnements Kubernetes. Et ce qu'on voit en fait en termes d'intégration, c'est que on va pouvoir travailler avec les grandes plateformes cloud du marché, des différents types d'applications, de workloads, d'infrastructures, les outils autour du DevOps, et puis en termes de plateformes de computing, c'est déployer ce qu'il nous faut dans les clusters que vous utilisez aujourd'hui, que ce soit des clusters des CSP, que ce soit des clusters Mirantis, Mirantis Kubernetes Engine, etc. Et puis sur l'ensemble de ces différents modules ou pans de la plateforme Prisma Cloud, qui va aussi s'intégrer ensuite avec vos outils existants de sécurité. Parce que vous n'allez pas forcément vouloir avoir un énième outil qui va faire sapin de Noël dès qu'il y a des choses qui apparaissent en termes de sécurité, mais c'est aussi aller pousser des informations qui vont être les plus pertinentes sur vos outils de sécurité existants, des SIEM, du SOC, etc., pour vraiment cibler les alertes et être sûr qu'en fait vous remontez ce qui va être important, et pas avoir beaucoup de faux positifs ou beaucoup d'informations par rapport à ces alertes de sécurité. Okay. Donc rapidement, en 30 secondes, donc vous l'aurez compris, cette plateforme Prisma Cloud, protection depuis le code jusqu'au run, avec vraiment une emphase sur la détection de menaces, la prévention de menaces, donc ça c'est hyper important, c'est vraiment pouvoir agir par rapport à vos workloads. Voilà, c'est le moment de passer la main à Martin. So, switching in English. We saw the security we can bring to application. Now we'll transition to Martin to explain how we can deploy applications quickly. Thanks. So first of all, I'm very sorry. I'm not speaking French. So the age of 15, when you typically learn second and third foreign language. I was in a computer school. I learned Pascal, C, assembler. So
no French at that school, and yeah, I'm sorry for that. I hope you're fine with English as well. So let's talk a little bit about modern application development and how application development into Kubernetes and with Kubernetes, yeah, it's hard. So Kubernetes is complex. We know about that, and at the time, sometimes from application developers, it's expected that they are doing tasks of sysadmins. And while they have a different specialized skill set, right? The app developers, they know how to create performant and good applications and care about browsers, cares about screen sizes and things like that, but not really about operations, right? And sysadmin tasks. On top of that, they sometimes also have to care about their local development environment, so they have to tweak that it works locally. And the other problem with that is they cannot really test if something works in production unless they put it in production. But you can never be sure that your local development environment or a pre-staging is behaving the same way as your production environment. So it's kind of hard. On the other hand, you have operations people. They provide infrastructure, they provide services, and they provide good SLAs, high uptime, high performance, and the devs take that as a service. They need environments, and typically they need more from operations. They need more flexibility and things like that. So there are two parts quite separated from each other, but they really, really rely on each other. And on the one hand, the developers want to have more flexibility, but on the other hand, if you give more flexibility, it's an operations person wants to have more stability, that everything is just up and running and running smoothly. So there are conflicts between these two types of persons. So how can we make that simpler and easier? From a dev perspective, let's devs be devs. Abstract anything which is about infrastructure, abstract this complexity away so that the devs can focus on that what they are good at, writing good code and provide value to applications. And they should consume infrastructure as a service, so they just take it and use it and it fulfills their needs. And yeah, best way would be if we can do that through user-centric tooling, so that they have a tool which fits into their other tool chain and they can just use on a daily basis. So to go on that, let's talk about a little bit how applications are developed. In the past, and I'm pretty sure there are a lot of these types of legacy application developments still out there. So back then, the developers were writing code. They had some local development environments. And when they were done and they tested on their own, they just throw it over the fence. Operation took it over. Operations, on the other hand, they are responsible for the production environment. That's, of course, the main focus, the production environment. And that's also quite difficult for them because they get some code which they were not writing on their own, but they have to bring it together with the infrastructure and put it to production and make sure it works all the time, right? Also, the operations team is responsible for the development environments the developers are using. But typically they don't care about the development environment because their focus is the production environment. So that means we have an unhappy developer because the the development environment is typically not so nice and could offer more. And on the other hand, the operations team need to take code they were not writing and bring them into production, which is also a very hard task. So from legacy responsibilities, we call that the responsibility matrix. Then came DevOps. DevOps solved a lot of things, right? You see that there is more knowledge transfer. You have faster release cycles, development cycles. Very good things happened. What did we do? We just put these two worlds, developers, operations, into one team, and they are now both responsible for everything, right? For the development, for the production. They create the applications from the beginning in combination with the infrastructure. So it's pretty cool. But of course, the application developers, they had to do tasks which they were not doing before. And on the other hand,
operations people the same. And yeah, we said operations are now also dev, and dev are also operations. Of course, that also creates unhappiness, because why should application developer now care about scaling, storage, IP addresses, and things like that? And on the other hand, if they take that over, what is then the big thing an operations person is doing? Should the operations person now start writing code and do testing and all these things? So it's very good things happen. If things are really bad, you maybe have to go here to end up here having a better solution. And DevOps was of course a very good approach, and as I mentioned before, solved a lot. But we at Emesio and Mirantis, we believe there needs to be something better in future with more clear responsibilities, and this is what we call Zero Ops. So Zero Ops is a set of practices where the developers should solely focus on creating application, creating good code, writing code, and no time spent on operation. So how can we do that, and how can that world be a good world? So the first thing we are doing is the operations team is not the operations team anymore, it's the platform team now. And the platform team provides a platform. And you already see on that matrix now the responsibilities. The developers, it's clear they are responsible for the applications and for the containers. So everything which is in the containers is the responsibility of the application developers. On the other hand, the platform team is responsible for the platform, for providing a platform with production and development environments. So there are now a few cool things about that. First of all, the development environment and the production environment, they are on the same platform. That means if your container works on the development environment, since everything is the same, it also will work on the production environment. So it's no problem just to deploy Friday in the night, just deploy something into production as a developer. You don't need an operations person at all. Also, you can, from the platform, you can really take the platform as a service and request through APIs, additional storage, additional databases and things like that. And the platform automatically provides that, which is pretty cool for the developers, of course, because they can consume, they can use the platform, but they don't have to care about it. And it fulfills their needs that these are good environments, congruent environments. I can shift the containers from development to production, and everything is fine and works. So now you might say, I don't have a platform team, so who is running on my platform? So here is where Mirantis and Emesio can also come, and we can be your platform team and can take all these responsibilities for you, so that your devs do not have to worry about operations at all anymore. That is what we mean with Zero Ops. So at the end, now we have a platform and the application developers who are responsible for the application and the container. But now, in our platform, it's based on Kubernetes. Now, you might wonder, okay, they still have to deploy into Kubernetes, which is not an easy and tedious task. So what is our answer to that? And here is where Lagoon comes into place. Lagoon is an application delivery system. It's based on Kubernetes. It is open source. And Emesio, the company I work for, is the main contributor to that project. So we open sourced it in 2017, and you can find further information on the website you see over there. And what Lagoon is doing for you, if you as the application developer push some code into a Git repository, it will deploy everything into a Kubernetes cluster on best practices as a developer would do, and will notify you back that it is done. Here are the URLs for the environments, or if there was something going wrong about the errors. So, and now Lagoon is this user-centric tooling we are talking about, the tool we give developers to work with Kubernetes, which abstracts the complexity of Kubernetes away. Let's take a look a little bit closer what Lagoon is actually doing and how it's architected. So we have here 3 components. As you can see, we have Git, we have Lagoon Core, and we have several Lagoon remotes.
Just a quick explanation on these three things. Git, I guess you know all about it, and this whole thing is based on Git and Git workflows. Lagoon Core is the component having a webhook into a Git repository to get notified when something is going on there. And Lagoon Core has now a connection to these Kubernetes clusters. These Kubernetes clusters have a small agent running, which is called Lagoon Remote. Lagoon Remote and Lagoon Core, they are talking to each other. So now a developer pushes some code into a Git repository. Could be your Git repository on-prem, public version, doesn't matter. Through the webhook, the core, Lagoon Core, gets notified about that push. And knows, okay, this is this project. I need to build a feature branch, I need to build this and that development environment, or that's a push now into the production environment. And it automatically knows also which of these remote clusters is affected, which remote cluster has to do the job. And then the remote cluster, the Lagoon remote cluster gets informed. And in the cluster, it will create a Kubernetes namespace. It will check out the code from the Git repository. It will analyze the code. It will create automatically everything. Also, the Kubernetes objects, request storage, load balancers, things like that. Also, the requested services. And once all these things are together, it builds it into a container. Once the container is built, it gets registered. And then once the traffic is flowing in and all is good, then it notifies back the Lagoon Core component. OK, the build was successful. Here are the URLs, the routes to the environments we were building. And Lagoon Core notifies back the developer through a Slack tool or a chat tool, through a webhook, through the Lagoon UI, whatever you want. So you can really put that into your world. So since Lagoon is open source, you can use Lagoon and do the same thing exactly and spin up the whole thing on your own without the need of creating a tool which does all this plumbing and deployment. You can just use it right away and operate it on your own. The other way would be Mirantis, Amazio does it for you, so you have also from a company perspective a zero-ops approach because we will do everything for you. The good thing is it runs on every Kubernetes distribution, so you can use it on the hyperscalers, on EKS, on Google. You can also use vanilla Kubernetes. So it's really independent from that. We have customers running it in Oracle Cloud as well. So very flexible at that point as well. So yeah, quick recap. We believe zero-ops is what comes after DevOps. Platform approach, platform engineering is the thing what we see afterwards. We see this clear separation of responsibilities. The developers can again do what they really want. And yeah, the cool thing is you have these same environments everywhere, these congruent development environments and production. This is always the same. And you don't have to worry about so many things anymore. And that's why I believe it's a good thing for application developers to go towards that path, using it operated by Amazio and Mirantis, or take a look on Lagoon and try to set it up on your own. We are happy to help you with that since you're mainly contributing to it. And yeah, that's a little bit about Lagoon, Amazio, and Mirantis. Merci, Daniel. Thank you, Martin. Okay, yeah, okay, sorry. Yeah, thank you, Martin. I will switch back to French, donc je vais repasser en français. Ce qu'on vous a partagé aujourd'hui, du coup, c'est le constat que Kubernetes reste une couche complexe, voire extrêmement complexe, suivant l'usage et l'échelle. Mais il y a des options pour faire en sorte à ce que les développeurs soient dans une position plus confortable à développer. Et on a vu quelques options aujourd'hui sur, encore une fois, permettre aux développeurs de se focaliser sur le développement et non pas à customiser et à maintenir la plateforme. Donc les options qu'on a vues, c'est autour de l'outillage et l'automatisation, l'expertise et l'accès à l'expertise, mais également le concept de zero ops avec cette séparation claire entre le développeur et les équipes opérationnelles. Et bien sûr, la dernière chose à ne pas oublier, c'est que la sécurité reste une des priorités, et notamment Job Zero. Voilà. Donc merci pour votre attention.
Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Bon, pas de questions. Merci. Merci.